Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De cette slide, c'est la continuité ce qu'on a vu sur le glissement. Donc, pour analyse de stabilité du glissement, on va voir les calculs à la rupture. Donc, pour qu'on a fait le calcul à la rupture, donc la contrainte de ces éléments est égale à la résistance de ces éléments sur une surface quelconque. Donc, pour qu'on ait une égalité, c'est un glissement. Donc, soit se fait par l'augmentation de la contrainte ou de ces éléments ou ou diminution de la résistance aux ces éléments. Pour augmentation de la contrainte aux ces éléments se fait par soit érosion ou excavation puis de la pente, soit par chargement au sommet, soit augmentation de l'angle de taille, soit par abaissement des niveaux d'eau extérieurs, c'est-à-dire augmentation de la pression de l'eau dans les fissures de traction. Pour la diminution de la résistance aux ces éléments, on peut le faire par augmentation des pressions interstitielles ou liquéfaction des sols fins, ou par gonflement, altération ou lessivage, ou par rupture progressive. Donc, pour cela, on, on- on peut identifier le modèle de rupture possible qui s'adapte au cas étudié et s'intègre à la géométrie du problème, c'est-à-dire glissement, plan ou circuit selon une surface quelconque. Donc la résistance aux éléments de la surface potentielle du glissement, ce qui implique la connaissance de, des paramètres de la résistance aux éléments, la répartition des pressions interstitielles, des charges externes appliquées sur le terrain et le poids volumique des sols. Pour le facteur de sécurité est égal à la résistance mobilisable, c'est à la résistance mobilisée, c'est-à-dire ensemble des forces mobilisables, c'est ensemble des forces résistantes. O est égal, c'est les moments résistants, c'est les moments moteurs. Pour le reptile-plan d'une pointe infinie de sol pulvérulent, les sols pulvérulents sont caractérisés par l'angle de frottement interne phi', puisque la cohésion est nulle. Donc, on envisage les cas suivants. Soit on a la nappe phréatique aux bases de glissement, ou on a la nappe phréatique à la partie supérieure de taille. Lorsqu'on a, si par exemple on considère une tranche de sol de hauteur h et de longueur b égale 1, donc avec un plan de glissement possible, donc le poids de cette tranche est égal au poids volumique du sol fois la hauteur h fois cos bêta, avec la nappe phréatique à la base du glissement. Donc, le facteur de sécurité est égal le poids des tranches fois cos bêta fois tangente phi prime euh, du- de l'angle de friction interne sur le poids sinus bêta est égal tangente phi prime sur tangente bêta. Lorsqu'on a une nappe phréatique au niveau de la surface du tali, c'est-à-dire à la surface du tali, donc on considère un écoulement parallèle à la pente. Dans ce cas, on a pour notre tranchée avec le poids volumique W' et qui fait un angle bêta avec la surface ou la ligne de glissement avec P est égal à 1 à une hauteur H. Donc le poids effectif de la tranche est égal phi prime est égal le poids phi prime de cette sol fois H fois cos bêta.
Pour la force d'écoulement sur la tranche parallèle à la pointe est égale FE égale H fois cos bêta fois le poids volumique du sol fois le poids volumique de tranche sinus bêta. Lorsqu'on a une compensation ou un équilibre, donc la force d'écoulement plus le poids volumique de notre tranchée avec nappe sinus bêta moins le poids volumique de tranchée fois cos bêta tangente phi prime, le facteur de sécurité est égal à 0. Donc, dans ce cas, le facteur de sécurité est égal le, le poids volumique prime fois tangente phi prime sur le poids volumique prime plus le poids volumique fois le poids volumique fois le poids de tranchée tangente bêta. Avec le poids volumique prime est égal le poids volumique de sol fois le poids des tranchées. Donc, le facteur de sécurité est égal tangente phi prime sur 2 tangente bêta. En comparant les deux cas, nappe avec son nappe, donc l'eau joue un rôle déterminant dans la stabilité. Lorsqu'on a des sols stratifiés, les dépôts de matériaux pulvéreux sont généralement stratifiés, ils peuvent comprendre à leur base une couche d'argile ou de sites argileux de moins résistants. Dans ce cas, on utilise la méthode des coins. Donc, on en a la partie amont et la partie aval. Dans la partie amont, on a la pression active et la pression passive. Notre tranchée avec le poids W, et on a deux couches, une couche de sable et avec phi 1 et une couche de silt avec phi 2 et une hauteur H1 et une hauteur H2 à l'aval. Dans ce cas de sol stratifié, le facteur de sécurité est égal à la surface S sur la pression active moins la pression passive. Donc, est égal pour S, la surface est égal le poids volumique fois tangente phi prime et la pression active est égale, la pression active est égale 1 sur 2 H1 fois le coefficient de Poisson actif. Et le coefficient de Poisson actif est égal à 1 moins sinus phi prime, c'est 1 sinus phi prime. Pour la pression passive est égal 1 sur 2 fois la hauteur H2 à la pression 2 fois Kp. Kp est la pression de Poisson passif. Avec la pression de Poisson passif est égal à 1 sur la pression de Poisson actif. Pour un remblai de sol cohérent, donc quand on utilise les paramètres de résistance ces éléments en ordre initié, Φ est égal à 0 pour un remblai. Bon, un remblai, dans cet exemple, on a un glissement circulaire avec son poids de cette masse égale W, avec l'arc de glissement avec un D. Donc, le facteur de sécurité est égal le rayon fois CI fois l'arc AB sur le poids de cette masse fois D. Lorsqu'on a la nappe phréatique à la base de ce glissement, donc la connaissance de pression interstitielle est son rôle important quand on fait une analyse à court terme d'un talus de sol cohérent. Donc on utilise la méthode d'analyse surface circulaire. Un bon nombre de méthodes d'analyse de surface circulaire ont été développées. Donc on peut avoir dans ces deux exemples ici, c'est la méthode ordinaire des tranches et la méthode
de Bishop. Donc, la surface de rupture, c'est que cette masse est divisée en plusieurs tranches, c'est-à-dire on prend un glissement et on divise notre glissement en plusieurs tranches, de tenir compte des variations de résistance et de contrainte le long de la surface. Donc, chaque tranche, on doit calculer chaque tranche, on doit calculer son coefficient de sécurité. Par exemple, on a un nombre des inconnus, un facteur de sécurité, n force normale de la base n, et de l'occasion des forces normales, n moins 1 force normale intertranche. Donc, on peut voir n moins 1 force de cisaillement intertranche et n moins 1 localisé des forces intertranches. Donc, nombre des inconnus égale 5. Et on peut voir plusieurs équations d'équilibre pour chaque tranche. Donc, une équation des moments, une équation des forces verticales, n et n prime équation des forces verticales encore. Donc, on peut voir trois inconnues d'équation en équilibre. Donc, le système est donc statiquement indéterminé, c'est-à-dire hyperstatique. Donc, ne satisfait pas aux trois conditions. Donc, la méthode ordinaire des tranches. Pour l'équilibre de chacune des tranches, existe donc la force normale et ne peut alors obtenir facilement en faisant l'équilibre des forces selon la direction normale à la base de chacune des tranches. Donc, le facteur de sécurité à la fin du développement est égal à l'ensemble des n, c'est-à-dire l'ensemble des CI, plus le poids volumique de chaque tranche, fois la hauteur de chaque tranche, fois cos la pression de alpha I, moins la pression interstitielle, fois tangente phi prime, c'est l'ensemble des poids volumiques de chaque sol, fois sa hauteur, fois le pi, fois tangente alpha I. Donc, on a un ensemble de moments mobilisables sur l'ensemble des moments résistants. Donc, avec C et phi' sont respirés la cohésion l'angle de friction à la base, et gamma I est le poids volumique du sol, la pression interstitielle et la largeur horizontale de la tranche, H est la hauteur moyenne de la tranche, alpha I est l'inclinaison de la base par rapport à l'horizontale. Pour la méthode de Bishop, dans cette version simplifiée couramment utilisée, les forces de cisaillement intertranches sont négligées. Si cette simplification très peu de la voie de composition calculée. Donc, c'est la même chose comme qu'on a vu. Donc, le facteur de sécurité est égal à B fois C plus le poids volumique fois H de chaque couche, cos alpha moins alpha I moins I, la pression incidentelle fois tangente phi prime sur MPI, c'est-à-dire cette valeur qu'on peut le voir après le calcul, sur l'ensemble de poids volumiques fois H, P, sinus alpha I, cos alpha I, avec M phi prime est égal cos alpha I plus tangente phi prime I, sinus alpha I sur le facteur de sécurité. L'expression M alpha I contient l'inconnu F implicité. L'équation est donc solutionnée par itération successive jusqu'à ce que la différence entre la valeur de Fsc posée, le facteur de sécurité posé, la valeur obtenue soit négligeable. L'équation converge très rapidement et ne nécessite pas plus de 3 itérations. Complément. Comparaison des deux méthodes. En comparaison de deux méthodes, la méthode ordinaire est plus sécuritaire que la méthode de Bishop. En d'autres termes, le facteur de sécurité fourni par le premier est toujours inférieur ou égal à celui fourni par le deuxième. En contrainte effective, les deux approches suivantes sont équivalentes.
le poids des jugés est une force d'écoulement. Il faut approche utilisée pour les développements, c'est-à-dire pour la facteur de sécurité dans cette fonction. Le poids total et la pression interstitielle et ainsi les deux formules qu'on a vues, il s'agit de poids volumique total, c'est-à-dire ce sont les deux formules sont égaux. Pour la surface critique, le facteur de sécurité calculé pour une surface réactive protéine que l'on a d'abord choisi, ce facteur de sécurité doit être comparé à celui calculé pour d'autres surfaces de réactivité jusqu'à ce que l'on soit assuré que l'on a calculé le facteur de sécurité pour la surface de pli critique. Une bonne méthode pour s'assurer que cette surface est trouvée à l'usage des lignes isocontours. Les serres doivent une bonne méthode pour s'assurer que cette surface est trouvée à l'usage des lignes isocontours. Donc, les cercles tous les cercles passent par le même point, avec la même tangente, ont la même rayon. Donc, pour le cercle critique passe souvent par le pied, si la friction, si l'angle de friction l'emporte la cohésion. Et si phi prime du sol est égal à 0, mais si augmente rapidement avec la profondeur. Et d'autres choses, si la pente est ride, c'est-à-dire on a une pente ride supérieure à 53. Donc, pour le cercle critique profond dans les autres cas. Pour la méthode non circulaire, on a la méthode de perturbation. L'idée directrice de cette méthode est que la contrainte normale effective fait prime une fonction directe des poids du terre sous-jacent. Plus précisément, de sa projection sur la normale à surface de rupture. C'est-à-dire le poids fois h fois cos la puissance de phi, ainsi que de la géométrie d'Italie et de la surface de rupture considérée. Donc, la contrainte effective est égale. Cette formule le poids volumique du sol fois sa hauteur, h fois cos la pression alpha moins la pression interstitielle fois lambda plus u fois y' à la puissance 2. Avec que y fois h fois cos alpha, c'est la projection normale de la contrainte due au poids et la pression interstitielle. Y' est égal à tangente alpha t est égal à dy à dx. Lambda et i sont deux paramètres d'ajustement déterminés par le calcul. Une telle valeur de contrainte prime de la contrainte effective constitue une perturbation de la valeur correspondant à la somme projection des poids, le poids fois h cos à la pression de alpha. Pour la résistance au sixième type de calcul effectif, stabilité à court terme ou à long terme. Type de glissement, premier glissement ou glissement réactivé. Pour cela, lorsqu'on a un glissement d'un rempli, donc l'analyse de stabilité se fait donc en termes de contrainte totale et de paramètres de résistance non drainé, c'est-à-dire si phi est égal à 0. Lorsqu'on a un glissement d'un débris, dans ce cas à court terme comme un rempli, mais l'approche se fait en contrainte totale et sont s'intéresser au régime hydraulique. Pour le long terme, l'analyse se fait en termes de contraintes effectives, avec des paramètres C' et Φ' et avec introduction de la pression interstitielle. Tout concourt ici penser à la cohésion mobilisant vers 0 dans le temps. Dans ce cas-là, on a deux cas. Pour le premier glissement, le débris est terrassé dans un sol vierge qui n'a jamais glissé, on prend Φ égale Φ' pic. Et C' est égal à 0. La deuxième cas, c'est la réactivation d'un glissement. Le débris est terrassé dans un sol qui a déjà subi des glissements. Il faut adopter les caractéristiques résiduelles, c'est-à-dire Φ
est égal à phi prime résiduel et C prime est égal à 0. Pour le premier glissement, on a des caractéristiques vraiment liées. Lorsqu'on a un versant naturel, donc c'est la même chose que l'analyse à long terme du débit, mais si on rencontre des phénomènes sur les pentes naturelles qu'on n'a pas avec les pentes artificielles, en fonction de la chronologie des glissements, on procède à une analyse en contrainte effective ou en injectant bien les paramètres résistants ramollis. Donc, phi égale phi prime pic et C prime égale 0 quand il s'agit d'un premier glissement. Ou bien les paramètres de résistance résiduelle phi est égal à phi prime résiduel, C prime est égal à 0 quand il s'agit d'un glissement réactivé. Donc on peut voir un exemple. Donc on considère une pente d'une couche de schiste présentant des plans de stratification avec un pondage de 18, mais dans cette photo un pondage très important, mais seulement je le présente que c'est un schiste. Donc on peut faire calculer le coefficient de sécurité dans les deux cas suivants. Si les caractéristiques du massif, exemple, lorsqu'on a le poids volumique est égal à 25 kN, c'est prime 18 kN, le phi 25 et la hauteur de tranche de glissement 15 mètres et P égale 18 degrés. Donc si on a la nappe, et dans la deuxième cas, si on n'a pas de nappe, que montre la figure ci-dessus. Donc notre glissement est là avec la nappe est présenté par la ligne bleue. La hauteur était 15 mètres avec la largeur 65 mètres. Donc on doit calculer notre facteur de sécurité. Pour le calcul du coefficient de sécurité de cet exemple, donc on peut faire quelques vérifications si le tali est stable. Pour que le tali est stable, donc on peut faire calculer le poids des sols susceptibles de glisser de forme triangulaire. Donc on a la surface d'un triangle égale à C2 fois P fois H, et on a notre schéma qui représente qu'on a un triangle ici de notre tranche de glissement. Donc le poids de cette tranche est égal à 1 CA2 fois 65 fois 11,3 mètres, c'est-à-dire 11,3 mètres, c'est-à-dire fois le poids volumique des sols. Le poids volumique des sols de schiste est égal à 21. Donc on trouve quoi? Le poids de la masse glissante est égal à 7712,25 kN/m. Donc on peut faire calcul de la longueur de la ligne de glissement. On a que la ligne de glissement représente un angle qui est égal à 18%, avec représente comme un triangle ici, donc cos 18, la cos de l'angle 18 est égale à la ligne de glissement 65, donc L est égal à 65, c'est cos 18, donc notre ligne de glissement est égale à 60,48 mètres. Donc ce que nous reste seulement, c'est calcul de la facteur de sécurité. Le coefficient de sécurité est égal à la résistance mobilisable, c'est la résistance mobilisée, ou l'ensemble des forces mobilisables, c'est l'ensemble des forces résistantes. Donc est égal C fois L,
C fois la longueur de glissement fois le poids fois cos bêta tangente phi sur le poids de la masse glissante sinus bêta. On trouve que le facteur le coefficient de sécurité est égal à 18 fois 68,41 plus le poids de la masse glissante fois cos 18 fois tangente 25% sur la masse glissante fois sinus 18%. On trouve que est égal à 1,95. Donc il est supérieur à 1,5. Donc la stabilité d'Italie en glissement est assurée. Lorsqu'on a une nappe, donc la pression interstitielle développée est égale le poids volumique de l'eau fois Z, la nappe, est égal à 55 kPa. Donc, calcul de coefficient de sécurité. Donc, c'est la même chose. On prend le coefficient de sécurité qu'on a déjà calculé, moins la pression interstitielle, c'est-à-dire facteur de sécurité. Le coefficient de sécurité est égal à l'ensemble des forces résistantes sur l'ensemble des forces motrices. Donc, le coefficient de sécurité est égal à C' fois L plus le poids volumique de la masse glissante cos bêta moins la pression interstitielle fois tangente phi sur le poids volumique des masses glissantes sinus bêta. Donc, on trouve que le facteur de sécurité est égal à 1,94, qui est supérieur à 1,15. Donc la stabilité d'Italie au glissement est assurée. Et pour cela, je te souhaite merci pour la suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup et à notre prochain slide, Inch'Allah.